Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Yael Bloch. Yael est enseignante de yoga, yoga thérapeute, auteure, traductrice d'ouvrages sur cette discipline, en plus d'être prof de maths. Le yoga a pris racine dans sa vie depuis qu'elle est petite. Dès l'âge de 6 ans, elle suivait des séances de yoga pour enfants, accompagnée de ses frères. Des années plus tard, elle se souvient encore de la manière dont son enseignante prononçait « Détendez-vous ». La graine de la passion du yoga était semée. Et elle germe, tout doucement, pas toujours linéairement. Alors qu'elle est ingénieure, cette graine du yoga s'enracine plus profondément, en Allemagne, lors de sessions pour femmes enceintes, puis de cours maman-bébé. Puis l'arbre se met à bourgeonner au cours d'une formation aux États-Unis pour transmettre cette discipline. Et fleurir à son retour en France, avec un cursus approfondi à l'École française de yoga de Paris. L'arbre du yoga a ainsi continué de croître dans la vie de Yael. Non sans ramification, lorsqu'elle a fait le choix, pas forcément facile, de quitter son métier d'ingénieur pour devenir enseignante de yoga et ainsi être plus présente auprès de ses enfants. D'une année sur l'autre, elle augmente ou non le nombre de cours qu'elle donne en fonction de son temps disponible, compte tenu de la priorité qu'elle a décidé de donner à ses enfants, et à son mari et à la maison. C'est elle qui va les chercher à l'école et passe les soirées et les mercredis après-midi avec eux, assurant le suivi scolaire, les conduites pour les activités extrascolaires, les repas. Malgré tout, il y a des échardes. Nous abordons le sujet épineux de la rémunération souvent maigre des enseignants de yoga. Vivre uniquement de ce métier, c'est l'arbre qui cache la forêt quand on se rêve, la fleur au fusil, devenir prof de yoga. Derrière, il y a la nécessité de gagner sa vie. Et cela passe souvent par jongler entre plusieurs métiers. Et si l'arbre est une posture d'équilibre en yoga, Yael la maîtrise parfaitement. Entre toutes ses passions et occupations, dont l'enseignement des mathématiques, elle s'épanouit. Le plus important, dit-elle, c'est d'être habitée par ce que l'on transmet. Elle nous emmène encore dans la jungle des formations de yoga qu'elle a suivies et de la richesse de l'étude des textes. Nous discutons aussi d'autres embranchements, celui de l'écriture, avec les ouvrages qu'elle a écrits ou traduits autour du yoga, de la communication non violente, qu'elle décrit comme le yoga de la parole. Sur la grande ramure du yoga, elle nous explique aussi ce qu'est la yoga-thérapie. La conversation se clôture sur les bienfaits du yoga pour les enfants et les constats faits par le groupe de recherche sur le sujet auquel Yael participe. Elle nous raconte ce yoga qui entre de plus en plus dans les écoles, avec les professeurs ou lors des temps périscolaires, et l'importance de le transmettre avec bienveillance et dans Ahimsa, la non-violence. La boucle est bouclée. D'autres belles graines dans les cœurs de petits yogis sont semées. La cime de notre arbre à palabres est aussi atteinte. De là, nous pouvons observer un réjouissant panorama, celui d'une nouvelle génération qui rencontre et expérimente le yoga, et saura y revenir plus tard. Bonjour Yael, je suis ravie de te recevoir. Tu es professeure de yoga, tu pratiques le yoga depuis un bon moment aussi. Tu es auteur de livres notamment le très beau Ashram qui a été réédité récemment, je crois. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots? Oui, bonjour Claire-Vie. Déjà, enchantée d'être avec toi, de te retrouver et puis d'avoir fait connaissance avec toi récemment et que tu, voilà, de cette interview. Alors, moi, je suis tombée dans le yoga quand j'étais petite. Donc, le yoga fait partie de ma vie depuis presque le début. Enfin, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Mais bon, sans savoir que j'allais devenir un jour enseignante de yoga.
Et puis, mes études m'ont amenée vers la profession d'ingénieur, donc un petit peu aux antipodes, et comme toi. Et puis, le yoga m'a rattrapée à un moment. Donc, voilà, je suis devenue enseignante. Donc, c'est un vrai métier pour moi. J'ai été formée dans plusieurs écoles. Je considère ça comme un métier, même si j'en vis pas forcément très bien. J'adore ce que je fais. J'aime le fait que moi, ça m'enrichit aussi. C'est-à-dire que je sors de mes cours moi-même nourrie par ce que nous avons pratiqué avec les élèves et par la force du groupe. Et puis sinon, j'aime bien aussi, comme toi, je suis très curieuse, j'aime bien me former à d'autres choses. Donc, ce livre sur les ashrams, ça m'a ouvert encore sur d'autres aspects du yoga. Et puis récemment, je me suis formée en yoga thérapie avec le docteur Lionel Coudron. Et ça, c'est encore une immense porte qui s'ouvre pour le bien-être de tous les êtres. Donc, ce qui est voilà l'objectif du yoga. Et donc, je suis ravie de tous tous ces développements que j'aurais sans doute, enfin, qui ne me seraient sans doute pas arrivés si j'étais restée ingénieure, même si c'est un métier que j'ai aimé et que voilà, j'ai quitté parfois un petit peu déçue. Et puis oui, j'ai quand même gardé un petit pied dans les sciences puisque j'enseigne les mathématiques, hein. Donc, j'ai enseigné 10 ans en collège, lycée. Et puis, en ce moment, enfin, cette année, je donne surtout des cours particuliers. Mais voilà. D'accord. On voit que tu as un parcours très riche et très varié avec le yoga et j'avais envie de commencer à de dérouler depuis peut-être le début. Tu dis que tu as commencé à 6 ans. Tu pourrais nous parler de ta vision du yoga à 6 ans et comment on commence à 6 ans? Alors, à 6 ans, mes parents nous avaient inscrits, mes frères et moi, donc mes frères ont commencé encore plus jeunes parce que c'est des petits frères, à un cours de yoga. Eux-mêmes pratiquaient. Moi, je suis née en 66, donc c'est l'époque où il y a une première vague de démocratisation du yoga. Et donc, j'ai fait partie de cette vague, en fait. Donc, nous, on pratiquait chez une enseignante formée chez Sri Mahesh, qui était, voilà, à l'époque, et qui reste d'ailleurs, ça reste une grande école. Il a quitté son corps maintenant, mais ça reste elle est encore, elle existe encore, hein, cette école. Et donc, une des enseignantes formée chez Sri Mahesh donnait des cours pour enfants. Donc, on était un petit groupe, 4-5, dont mes 2 frères et moi. Et pour moi, c'était surtout postural. C'était difficile parce que j'étais pas très souple. Enfin, je suis pas très souple en fait. Donc, mais je me souviens encore aujourd'hui de cette prof, de la façon dont elle disait et détendez-vous. Et donc, on avait aussi des parties de relaxation. Et ça s'est complètement ancré en moi. Et je sais qu'il y avait quelque chose qui se passait quand elle disait ça. Et qu'il y avait voilà, un accent spécial. Enfin, elle était d'ailleurs d'origine étrangère. Et vraiment, dans mes cours, j'essaye de faire transmettre la même chose que ce que j'ai reçu petite, de se détendez-vous. Quelque chose qui lâche dans le corps. D'accord. Et ensuite, tu as continué le yoga pendant toute ta jeunesse, pendant toute ton enfance? Alors, on and off, je dirais, c'est-à-dire il y a des années où je pratiquais, et puis des années où j'arrêtais. C'était pas quelque chose de suivi ni d'intense. C'était pas voilà 3 séances par semaine ou 5 séances par semaine. C'était une séance par semaine et pas tous les ans. Voilà, ça, de temps en temps, ça me reprenait et puis j'arrêtais à nouveau. Et en fait, j'ai vraiment repris une pratique plus intense, plus régulière d'année en année quand j'ai attendu mes enfants. On habitait en Allemagne à cette époque-là parce on a bougé un petit peu. On était expatriés en Allemagne et donc enceinte des enfants, voilà, dans un pays où il y avait en tout cas à l'époque, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, beaucoup d'offres pour les mères enceintes et pour les mères avec leurs enfants petits, parce que toutes les mamans allemandes s'arrêtent au moins 1 an de travailler, quel que soit
leur niveau de responsabilité dans leur poste. Et donc, j'ai beaucoup aimé être en Allemagne parce que ça m'a permis de suivre le rythme allemand, de me mettre à l'écoute de mes enfants et de me libérer pour eux, ce que j'aurais jamais fait sans doute en France parce que c'était pas ce que faisaient mes amis. Et voilà, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que ce qui se passe autour de la petite enfance en Allemagne correspondait beaucoup plus à ce qui m'appelait moi que ce qui se faisait en France à l'époque et ce qui se fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, ça, je crois que ça n'a pas tellement changé. Et Oui. voilà, donc yoga en préparation d'accouchement. Et puis, en fait, j'ai switché directement, c'est-à-dire, j'ai même pas, je crois que j'ai même pas sauté une semaine de cours. Je suis passée directement en cours maman-bébé. Et puis, j'ai recommencé parce que les enfants sont rapprochés. Du coup, ça a été voilà, une série comme ça. Et puis après le moment où je me suis vraiment formée, c'était, on était là aux États-Unis pour le coup, quelques années plus tard, pas très longtemps, voilà, à peu près 3 ans plus tard, après avoir quitté l'Allemagne. On était aux États-Unis et là, je n'avais pas le droit de travailler, donc je ne pouvais pas reprendre mon travail d'ingénieur parce que je n'avais pas la carte verte. C'était réservé à celui du couple qui venait aux États-Unis. Et ça aurait été trop compliqué de trouver une boîte française qui m'envoie aux États-Unis avec les 3 enfants. Enfin voilà, j'ai essayé un petit peu, puis pas très longtemps. Mais c'était l'époque où je comptais retravailler, donc ça m'embêtait un petit peu quand même parce que mon dernier rentrait à l'école maternelle, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de temps en fait. Et j'ai décidé, voilà, hasard de rencontre, je me suis mise en tête, on était à New York, et je me suis mise en tête de courir le marathon. Et ça m'a pas du tout réussi. J'ai jamais couru le marathon. J'ai fini au bout d'un mois et demi avec un terrible mal de dos. J'ai dû aller consulter et puis là, les médecins m'ont dit: «Madame, on peut rien faire pour vous. Il y a deux vertèbres qui ont un problème». J'ai pas bien compris ce que c'était comme problème, mais grosso modo, ce que j'ai très bien compris, c'est il faut remuscler en douceur autour des vertèbres. Et alors là, voilà, il y a eu un tilt dans ma tête. C'était très clair que yoga, la direction, c'était le yoga. Voilà, le yoga se représentait à moi d'une manière magistrale. J'ai cherché un cours de yoga dans les parages. J'ai trouvé, je suis allée à 2 séances. Au bout de 2 séances, je n'avais plus du tout mal au dos. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est clair, je m'inscris, et je me suis inscrite directement pour être formée par cette enseignante. Et donc, ça a été ma première formation dans la lignée Iyengar, première formation de yoga. Et puis, voilà. Ensuite, ensuite, en rentrant en France, j'ai mon deuxième fils qui a eu des problèmes. On est rentré en milieu d'année. Ils étaient, comme on avait été en Allemagne, on les avait mis dans une école germano-américaine. Et, et donc, le deuxième était en CP. Donc, il avait dans l'école allemande, elle commence très très lentement, le CP, l'école élémentaire, ça commence tout doucement. Donc, ils avaient la moitié, enfin, on était aux 2/3 de l'alphabet en majuscule. En France, ils avaient fini, ils savaient écrire en attaché, ils connaissaient toutes les lettres. Et je me souviendrai toujours des premiers devoirs où je me suis dit: «Non mais là, on ne peut pas rattraper, ça n'est pas possible». Et donc je suis allée voir la maîtresse en lui disant ça. Elle m'a dit: «Ah mais madame, c'est sa classe d'âge, hein, mais il va rattraper». Mmh. Oui, Voilà. oui. Et puis, bah, on a eu beaucoup de mal, et je dirais, jusqu'en terminale, ça a été compliqué, mais ça m'a, en tout cas, c'est vraiment ce qui m'a encouragée à continuer dans la voie du yoga et à choisir entre yoga et ingénieur. Voilà. D'accord. Parce que justement, c'était
Ce que j'avais envie de te poser comme question en suivant, tu parlais en te présentant que tu étais ingénieur et que tu es venu au yoga sur le tard. C'est cette envie d'accompagner ton enfant, d'être plus présent, de transmettre le yoga qui t'a mené à quitter ce travail d'ingénieur? Oui, en fait, je l'avais quitté depuis un petit bout de temps déjà, mais je savais que j'étais encore, voilà, je pouvais reprendre. J'avais fait une thèse donc en Allemagne. En même temps que j'avais les enfants, j'ai fait une thèse de mécanique des sols. Donc, j'étais dans mon sujet depuis, enfin, j'avais pas abandonné depuis très longtemps. En fait, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler parce que j'ai soit enseigné le yoga, soit fait une thèse en même temps que les enfants, même si j'ai pris du temps pour eux. Donc, cette thèse, elle a duré 7 ans. Mais voilà, voilà, elle a été soutenue, je l'ai eue. Donc, je suis Frau Doktor en Allemagne. Au passage. Et c'est vrai que quand il y a eu deux moments, il y a eu ce fils que j'ai eu vraiment le sentiment que si enfin, je me suis visualisée en train de reprendre mon travail d'ingénieur et je me suis dit, mais si je fais ça, je ne vais pas pouvoir l'accompagner, cet enfant qui a besoin de moi. Je ne vais pas pouvoir l'accompagner comme j'ai envie de le faire. Et donc, j'avais l'impression que je le sacrifierais et je voulais pas. Donc, c'est mon ressenti à moi, hein. Je sais que quelqu'un d'autre aurait sans doute vécu ça différemment, se serait organisé pour trouver des gens qui aident, qui accompagnent l'enfant. Mais moi, je sentais, enfin voilà, ce que je ressentais, c'était que c'était à moi de le faire et que j'arriverais pas à mener une carrière d'ingénieur en parallèle de ça, parce que c'était du travail au quotidien, relativement. Enfin voilà, il fallait être là à la sortie de l'école, pour être là le soir, pour être là tous les mercredis après-midi, et je j'arrivais pas, je voyais pas. Voilà. Pour moi, c'était inconciliable. Et le métier de professeur de yoga t'a permis d'avoir cette Oui. présence-là auprès de tes enfants, t'a permis d'avoir cette souplesse de temps, de pouvoir t'organiser aussi différemment? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis reformée, donc j'ai refait une école de yoga en rentrant en France. Et en même temps que je commençais à enseigner, mais le début de l'enseignement, voilà, j'ai pas donné 14 cours par semaine dès le début. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je donnais un cours de plus suivant les possibilités qui se présentaient autour de moi et ce que je sentais pouvoir assumer. Donc ma priorité, c'était avoir suffisamment de temps pour mes enfants et en particulier celui-là. Et puis après, le reste s'organisait. Et c'est vrai que j'ai fait d'autres choses en même temps puisque je commençais à écrire. J'ai coécrit un livre justement sur cette période des enfants avec quelqu'un d'autre qui n'est pas encore paru. Je désespère pas qu'il paraisse un jour, mais il n'a pas encore trouvé d'éditeur. Et voilà, donc j'étais active, j'étais très très active. Parents d'élèves, enfin parents délégués pour les 3 fois 2 parce que je l'étais aussi dans l'école allemande, donc ils étaient au lycée international parce qu'on a essayé de conserver l'allemand. Et ça, c'est aussi un travail de garder le bilinguisme. Ça a été toute une démarche pour moi. Donc, enfin, voilà, ça a été du temps ça m'a demandé un engagement, un investissement. Et c'est réussi puisqu'aujourd'hui, c'est des adultes qui sont restés trilingues, voire plus. Donc, voilà, je regrette pas du tout. D'accord. Et toi, ta pratique personnelle de yoga dans cette période, elle était comment? Ou et même à ce jour, comment tu pratiques le yoga? Alors, à l'époque et maintenant hein, aussi, je sors mon tapis, je déroule mon tapis et puis je pratique. J'ai pas forcément une grande régularité, c'est-à-dire j'ai pas une structure très précise parce que je suis pas vraiment du matin et quand j'ai des choses le matin, ma pratique elle se décale. C'est pas une pratique excessivement longue, c'est plutôt des moments de pratique, hein, donc avec parfois un yoga nidra. Je pratique le yoga de l'énergie, donc je vais faire une ou deux séries du yoga de l'énergie. C'est des séries qui sont un petit peu plus qui sont plus complètes en fait que la salutation au soleil, mais
10 minutes que je complète avec quelques postures. Donc, ce n'est pas des heures de pratique. Je considère pour moi les cours que je donne comme aussi de la pratique. Je ne sais pas si tu considères la même chose, mais moi, ça me nourrit de la même façon que quand je pratique, enfin, d'une façon différente, mais ça me nourrit aussi par le yoga que je transmets, que je partage. Je suis aussi nourrie. Quand les enfants étaient petits, ils étaient souvent dans les parages quand je pratiquais. Donc, ils venaient. Donc, eux, ils ont grandi avec la présence du yoga autour d'eux. Et d'ailleurs, j'ai assez rapidement commencé à enseigner aux enfants. Mais voilà, eux, et aujourd'hui, ils pratiquent de temps en temps avec moi. Enfin, ils ont tous leur tapis. Ils savent. Il y en a un qui a mal au dos. Il a sa petite séance qui reprend quand il en a besoin. Un autre aussi, il a sa séance qui va l'aider quand voilà, parce il m'avait demandé. Il y en a, voilà, ils pratiquent la méditation. Ils sont tous les trois, ils ont vraiment, ils ont baigné dedans. Donc, je dirais qu'ils sont nourris de ça et ça fait partie d'eux. Donc, Et tu as vu des bienfaits qui se nouer avec leur pratique du yoga, des changements sur leur personnalité, ou ça s'est fait tellement naturellement, tellement ils étaient baignés dans ce milieu? oui, je crois qu'il y a. Voilà, on est une famille, on s'entend très très bien et je pense que le yoga a beaucoup contribué. Alors, il n'y a pas que le yoga, il y a aussi la communication non violente. Je dois dire que la CNV, pour moi, c'est le yoga de la parole. Et si on ne l'apprend pas, ça ne vient pas forcément tout seul parce qu'on a pu prendre des automatismes de parole et de façon de s'exprimer qui sont à l'opposé de la communication non violente, mais on n'a pas réfléchi dessus, donc on ne s'en rend pas compte. Et donc, pour moi, c'est vraiment, ça devrait être enseigné ensemble quelque part parce que c'est le pendant de l'intériorité, voilà, sur le plan de la parole. Ouais. Et j'avais aussi envie de te poser une question, on l'avait abordée quand on s'était un petit peu, on avait pris connaissance, c'était est-ce que tu as eu certaines désillusions quand tu es allé vers le yoga, peut-être en tant que carrière de professeur de yoga, est-ce que tu t'attendais à certaines choses et tu as été déçu, ou au contraire d'autres choses qui se sont révélées que tu attendais pas? Mm. Alors, dans les révélations, je dois dire que moi, je suis quelqu'un un petit peu mystique. Je sens qu'il y a la présence de quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si c'est Dieu, mais voilà, c'est quelque chose qui m'habite. Et je cherchais, c'était une époque où j'ai cherché dans les religions des réponses à ça, enfin des guides. Et en fait, j'ai trouvé dans le yoga. J'ai vraiment trouvé dans le yoga ce que je cherchais. J'ai trouvé dans le yoga quelque chose d'extrêmement précieux. J'ai trouvé une cohérence, une vision d'un ensemble qui inclut le cosmos, qui inclut notre destin, qui inclut voilà, tout ce qu'il y a de manière cohérente. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, touchée. Et ça, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose comme ça aux États-Unis, mais la formation n'était pas assez complète. Et c'est vraiment à l'école française de yoga, qui est une école où on étudie les textes. Parce que si on n'étudie pas les textes, on n'a pas accès à ça. Je crois que c'est vraiment dans les textes, avec l'étude de la philosophie, qu'on peut mettre tout ensemble. C'est comme un puzzle où tout se met ensemble ou à la fin, mais oui, c'est ça. Et voilà, ça j'ai vraiment, ça a été ça a été une découverte fantastique. Et, donc c'est ce qui fait que j'encourage vraiment les gens qui veulent se former en yoga à pas faire une école de 200 heures parce que c'est pas assez pour avoir cette globalité-là que j'ai eu la chance de recevoir. Et qu'on n'a pas forcément en rajoutant des petits stages par-ci par-là. Voilà, parce que là, c'est un enseignement complet sur 4 ans. C'est quelque chose
enfin voilà, 4 ans de transformation non-stop en fait. Donc ça a été une révélation. Une révélation lente, hein, mais faite de petites étincelles de révélation. Et en revanche, oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était mon métier, mais j'ai dit aussi que je gagnais pas, je gagne pas très bien ma vie. Et alors, il y a des professeurs qui gagnent très bien leur vie, c'est vrai. Mais à l'école française de yoga, on nous a un peu fait croire que oui, oui, c'était un métier comme les autres et qu'on allait bien gagner sa vie. Et ben non. Enfin, moi, j'ai pas fait cette expérience en tout cas. Alors, c'est pas un drame parce que j'ai mon mari qui gagne suffisamment bien sa vie, mais je crois vraiment que il faut pas faire ce métier pour en vivre. J'en suis venue à cette conclusion parce que si on doit vivre de ce métier, on finit d'une part par s'épuiser et d'autre part par perdre le yoga parce que parce que la rentabilité et le yoga ça va pas avec, ça va pas ensemble et que il va falloir rentabiliser. Si vous avez besoin de louer une salle, il faut que vous ayez tant d'élèves et il faut que vous fassiez de la pub et il faut que ça rentre parce que vous avez des frais et voilà. Donc maintenant, donc ça, c'est un petit peu ça qui m'a amenée. Alors il y a eu d'autres choses. Il y a eu un moment, voilà, des concours de circonstances qui font que la vie, elle me pousse dans une direction. Et donc, j'ai renoué, enfin, je suis devenue prof de maths comme ça, en fait. C'était vraiment, il y a eu plusieurs, voilà, plusieurs choses en même temps. D'une part, au bout de 10 ans, je me rendais compte que j'étais pas au SMIC avec mes cours de yoga. Et puis, voilà, en même temps, mon fils qui était en terminale, qui me demandait de l'aider, et puis que, bah oui, quand je l'aidais, il avait des bonnes notes, il comprenait tout. Et puis en même temps, au collège des enfants, un prof de maths qui n'avait pas été là pendant 4 mois et ils en étaient venus désespérés. Il n'y avait pas de remplaçant envoyé par l'éducation nationale. Et du coup, ils avaient fait appel aux parents. Ils avaient dit aux parents, mais il n'y a pas un parent qui peut venir remplacer ce prof de maths absent parce qu'on n'aura pas de remplaçant par l'éducation nationale. Enfin, le collège était désespéré. Et puis tout ça, voilà, de fil en aiguille, à la rentrée suivante, j'étais à l'Académie de Versailles pour devenir remplaçante. Et puis, voilà, depuis, j'enseigne en collège ou lycée, collège-lycée. Et Voilà. tu te sens équilibrée avec cette double carrière, on va dire, même toutes ces occupations, ça te permet de trouver ton équilibre à la fois Oui. professionnel, financier, oui. Oui, alors financier, j'ai choisi des choses qui sont pas très rémunératrices en fait. Tout ce que je fais. Mais bon, c'est vraiment équilibré maintenant parce que en fait, quand on n'est que prof de yoga, on est tout le temps dans le corps, dans donner de son corps. Et, moi, c'était trop. Enfin, quand je dis que je gagnais pas le SMIC, je donnais que 14 heures de cours par semaine. Mais bon, il y a les préparations. Mais c'est vrai que ça fait pas l'équivalent d'un temps plein en fait. Mais j'aurais pas pu donner plus. Et donc aujourd'hui, entre l'écriture, avec les recherches, voilà, les interviews que je donne aussi pour écrire, parce que j'interviewe des gens, les recherches bibliographiques, les lectures, l'écriture. Ça, c'est pour la partie voilà, auteur. Puis la yoga thérapie, où je suis en séance individuelle avec les gens. Et puis prof de maths, où je suis aussi soit en classe quand je suis en lycée, soit en cours particulier aussi. Et puis les cours de yoga, oui, pour moi, c'est, en tout cas au niveau de mon ressenti, c'est très, très équilibré. Voilà, D'accord. après, au niveau pécunier, c'est autre chose, mais, mais voilà, c'est bien. C'est bien parce que je suis complètement maintenant détendue par rapport à ce que je peux gagner avec le yoga. En fait, je regarde même pas. C'est pas grave. C'est pas important.
D'accord. Et aux Et, personnes qui auraient peut-être un syndrome d'imposteur, justement, être prof de yoga, je sais que c'est parfois le cas pour moi aussi. Je donne seulement 2 cours par semaine et à côté, j'ai mon métier d'ingénieur et du coup, prof de yoga, je me sens peut-être moins légitime qu'une autre personne qui ferait ça à temps plein ou pour laquelle ce serait vraiment son unique activité. Tu répondrais quoi ou tu conseillerais quoi à ces personnes? non, moi je me souviens d'une prof qui nous disait quand vous donnez un cours de yoga, il y a vous, il y a les élèves et il y a le yoga. Et voilà, je pense que c'est ma réponse, c'est-à-dire que c'est le yoga que tu transmets. Et toi, si tu es habité par ce que tu transmets, c'est ça qui compte. Et justement, le fait, pour moi, le fait quand tu le fais en plus de ton travail, ce qui veut dire que tu le fais par plaisir parce que tu n'as pas besoin de ça pour gagner ta vie, c'est une garantie que tu transmets bien le yoga et que tu transmets pas le besoin de gagner de l'argent. Mm. Donc, je dirais que détends-toi là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'enseignants de yoga il y a quelque chose de faux dans leur transmission parce que ils attendent, il y a un intérêt derrière, il y a un besoin de rentabilité et qui est incompatible avec une transmission authentique du yoga pour moi. D'accord. Voilà. Merci pour ta réponse. Et c'est vrai que dans ton parcours, tu avais parlé de la yoga thérapie à laquelle tu t'étais formée. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu de ce que c'est plus précisément la yoga thérapie? Mhm. Alors, ça n'est pas un métier répertorié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guidelines pour dire voilà, la yoga thérapie c'est ça ça ça. Donc tu peux pas parler de yoga thérapie en général. Donc moi je vais parler de là où j'ai été formée avec le docteur Lionel Coudron qui propose une formation de 2 ans donc il a la moitié de ses élèves qui sont des soignants, des médecins, des infirmiers, des orthophonistes, etc. Et la moitié qui sont des enseignants de yoga. Voilà. Et il a réussi le pari impossible de faire une formation qui parle véritablement à ces deux corps de métier qui ont a priori rien à voir. Donc, alors évidemment, les soignants, ils leur demandent d'avoir déjà 2 années de pratique derrière eux, donc c'est pas des débutants en yoga. Et puis les profs de yoga, ils les sélectionnent. Donc, et en principe, les profs de yoga bien formés ont quand même des bases en anatomie. Voilà, on est formé comme ça, tu le sais. Et voilà, donc sa formation est extraordinaire. Elle est vraiment basée sur les connaissances en médecine, le yoga, les connaissances en médecine, mais aussi les connaissances dans d'autres domaines qui peuvent être utiles au yoga, qui peuvent nous être utiles, qu'il peut enseigner, qu'il peut transmettre. Donc, il donne en fait aux enseignants de yoga les bases scientifiques nécessaires pour un dialogue possible avec les médecins. C'est-à-dire que, en principe, voilà, je peux travailler de concert avec un spécialiste ou avec un médecin généraliste pour que ce soit un trio autour d'une personne et pas le médecin avec la personne. Ça, c'est l'idéal. Hein. Si ça pouvait être comme ça, ce serait l'idéal. Mais voilà, donc on a le yoga, des protocoles et puis surtout quelque chose de magique, d'extrêmement bien vu, c'est l'imbrication du corps et du mental. C'est-à-dire que lui, il va pas partir du symptôme où vous avez mal et puis dire voilà, alors vous avez mal là, vous faites tel exercice. C'est pas ça du tout, du tout. Il va partir du ressenti dans le corps, mais d'un ressenti global. Et à partir de là, quelles émotions sont présentes, quelles pensées sont présentes. Et c'est ça qui va
permettre de comprendre ce que la personne a besoin de travailler. Parce que finalement, ce qui est là dans le corps, c'est juste un reflet de quelque chose qui est à un niveau plus subtil, hein, et qui est bloqué. Donc un blocage au niveau voilà, ça c'est dans le corps, mais c'est un blocage parce qu'il y a une pensée obsédante, parce que il y a eu un traumatisme, hein, parce que il y a des émotions qui sont coincées ou récurrentes. Voilà. Donc on va mettre à jour, hein, tout ça pour aller libérer le corps. Et puis si c'est le corps tout seul, hein, si c'est effectivement on s'est blessé, par exemple, où là c'est pas une émotion qui est en train d'agir, si on est directement sur une lésion du corps, on va aussi travailler de la même façon, parce que une lésion du corps, elle va elle-même provoquer des émotions de est-ce que je vais guérir, par exemple, hein, est-ce que je vais guérir, combien de temps ça va mettre, mince, je vais pas pouvoir faire ça parce que à cause de cette blessure, et ça a besoin d'être accompagné et travaillé aussi. Donc, on va à la fois travailler sur la lésion, parce qu'on est équipé aussi pour travailler sur le corps directement, mais aussi sur tous les effets au niveau du mental et de l'émotionnel, qui peuvent naître du problème de départ, et le faire tourner en boucle, comme un cercle vicieux où les pensées négatives ou anxieuses vont empêcher la guérison. D'accord, merci pour cette présentation. Et dans la présentation de toutes tes activités aussi, en plus de la yoga thérapie, en plus des cours de yoga, en plus dans ton activité de professeur de mathématiques, il y a le côté écriture. Elle a quelle place dans ton quotidien, dans ta vie, l'écriture? Parce que tu as déjà écrit 5 livres, je crois. Donc, Oui, oui, puis j'ai traduit aussi. D'accord. Ouais, j'ai traduit aussi des livres de yoga. C'est une place privilégiée, c'est quelque chose que j'aime faire depuis longtemps, écrire. Donc je suis très heureuse de ça. Et c'est pas forcément, ça me vient pas forcément très très facilement, c'est-à-dire que j'y passe du temps, mais c'est un plaisir, et c'est un plaisir de transmettre aussi, parce que c'est des livres où je transmets je transmets des choses que j'ai comprises, hein, que j'ai mis du temps en général à comprendre, et que je mets à la disposition des gens pour que pour que ça serve. Donc voilà. Et sinon, en termes de temps, je saurais pas bien dire, mais j'y passe oui, plusieurs heures par jour. Ouais. D'accord. C'est quelque chose qui te fait du bien, qui te libère aussi, qui te permet de structurer tes pensées Oui, oui, oui. Ah, complètement, complètement. Moi, j'ai écrit une thèse aussi, hein, dans ma vie, et je sais, et c'est quelque chose que je redécouvre à chaque fois que j'écris, c'est-à-dire que c'est à l'endroit où je sais que il y a quelque chose qui est pas bien clair. Je sais qu'il faut que c'est là qu'il faut que j'aille, parce que là, c'est une grande porte qui va s'ouvrir, et que j'ai encore des semaines de recherche derrière, parce que c'est quelque chose que j'ai besoin, moi, de clarifier, et qui va me demander de rechercher. En fait, je constate que j'écris mes livres un petit peu comme j'ai écrit ma thèse. D'accord. Et tu pourrais nous donner les titres de tes livres, justement, si, si les auditeurs veulent les retrouver? Oui, alors il y a Ashram, Voyage aux sources du yoga, donc comme tu en parlais tout à l'heure. Ensuite, il y a eu Respire, qui n'est plus. Alors, il est épuisé, mais normalement, il doit être. On en trouve parfois. On le trouve parfois dans quelques librairies où il reste des exemplaires. Et il va être réédité en août. Donc, je vais le compléter encore, et il va être réédité en août. Ensuite, avec Ananda Ceballos, on a écrit Manger mieux en pleine conscience. Donc, dans celui-là, dans Respire, il y a une séance de yoga. Dans Manger mieux en pleine conscience, non, mais il y a des petites séances d'autocompassion en pleine conscience.
Et donc ça a été une belle aventure aussi, ce livre. Ensuite, il y a eu Se tenir droit grâce au yoga, où il y a aussi voilà, une séance de yoga. Et puis, à chaque fois, en fait, je prends appui. Je disais tout à l'heure, j'interviewe des gens qui vont m'aider, qui vont me relire, parce que voilà, je les interviewe, j'interprète ce qu'ils m'ont dit avec ce que j'ai fait comme recherche par ailleurs, je rédige, puis après, je leur fais relire. Et puis, je vois que c'est super dur, en fait, la vulgarisation, parce que parfois, on se dit qu'on a compris, et puis en fait, non, on ne peut pas utiliser tel mot à la place de tel mot, parce que c'est plus tout à fait la même chose et ça n'est plus juste. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les scientifiques qui sont vraiment des spécialistes dans leur domaine, parce que je vois à quel point c'est difficile d'extraire, de comprendre une petite partie de tout ce qu'ils savent, et de rester dans quelque chose qui est juste. Donc, bon, moi, j'essaye. C'est je pense, l'authenticité à laquelle on est formé en France en tant qu'ingénieur. Je crois qu'on a vraiment une formation très belle là-dessus, où on a une rigueur scientifique. Donc, j'essaye d'appliquer ça dans mes livres. Voilà. Ensuite, donc j'ai un peu dévié. J'étais à Se tenir droit. Donc oui, parce que je voulais rendre hommage aux scientifiques qui m'ont aidée dans Respire. Ananda Ceballos, qui a été la co-auteure, mais qui est la spécialiste de ce livre. Un paléo-anthropologue qui m'a aidée parce que dans Se tenir droit, il y a tout le début qui est sur comment on est arrivé à se redresser comme ça, qu'est-ce qui a été en jeu. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Comment est-ce qu'on se redresse aussi de tout petit, là, en un an, on passe d'une petite larve qui gigote et qui peut rien faire, à un petit être qui se tient debout sur ses deux pieds. Enfin, c'est incroyable, en fait. Et c'est magnifique. Et comment ça se place, comment ça se met en place, tout ça, c'est juste magique. Et les scientifiques ont étudié ça, donc on sait comment ça... Qu'est-ce qu'il faut, de quoi on a besoin pour que ça ait lieu, tout ça, ce miracle. Et puis là, il y a Soulager la douleur grâce au yoga, qui est terminé et qui va sortir fin février, début mars. Voilà. C'est une belle collection en tout cas. Voilà. Et là, c'est un neurologue, c'est une neurologue qui m'a aidée sur ce livre-là. D'accord. Et je crois que tu participes aussi aux recherches sur le yoga et les enfants. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en toucher quelques mots sur, peut-être par ta propre expérience, parce que tu donnes des cours de yoga pour les enfants, par ce que tu as vécu à la fois dans ton enfance avec la transmission à tes enfants, puis qu'est-ce que ça donne pour l'instant, cette recherche? Oui, alors peut-être ce que je pourrais rajouter sur ce que j'ai vécu enfant, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour moi, ces cours que j'ai vécu quand j'avais 6 ans, un peu plus, c'était voilà, c'était des postures. J'avais pas donc j'ai raconté le détendez-vous, mais j'avais pas saisi du tout la portée. C'était voilà, c'était un peu une gymnastique. Enfin, j'avais pas d'idée. Je savais que ça s'appelait du yoga. Je voyais bien que c'était le seul endroit où je faisais ça, qu'à l'école, quand on faisait de la gym, c'était pas du tout ça. Mais voilà, j'avais pas saisi la portée que ça pouvait avoir. Et je crois qu'on peut pas attendre ça d'un enfant. En fait, on ne sait pas ce qu'on transmet on ne sait pas ce que l'enfant va prendre et à quel rythme ça va germer. Donc, on sème des graines. Avec les enfants, il faut voir ça comme semer des graines. Et le plus important, je crois, c'est la bienveillance. Et c'est pour ça que enseigner aux enfants, c'est très difficile, parce que il faut rester dans la bienveillance tout le temps.
Sinon, on quitte le yoga. On n'est plus dans ahimsa, la non-violence. Mais là, c'est même au-delà de la non-violence. C'est vraiment rester dans la bienveillance. Et c'est pas si simple, surtout quand on a un petit groupe et puis qu'il y en a qui mettent un peu le bazar. Mais voilà, c'est tout un travail. Et c'est vrai que quand j'ai fait l'école de yoga, donc c'était une époque où je pratiquais à la maison avec mes enfants à côté, donc ils faisaient un peu de yoga avec moi. J'ai eu l'occasion de traduire un des premiers livres pour enfants de l'allemand au français. Un livre magnifique qui est pour moi toujours le plus beau livre de yoga pour enfants, c'est Léa et le chat yogi de Ursula Carven. Que je conseille. Voilà, très beau cadeau de Noël, si jamais. Très beau cadeau tout court. Très, très beau livre où il y a le meilleur du yoga et de l'éducation allemande. Donc, voilà, c'est inspirant. Et puis, voilà, sachant ça, la directrice de l'école française de yoga m'a proposé de faire partie du groupe de recherche yoga et enfants. Donc, depuis 2005, hein, je coordonne, enfin, je participe à ce groupe et je le coordonne. Et donc, on est un groupe on a varié entre 3 et 5 personnes. En ce moment, on est 4. On enseigne un module donc on a mis en place un enseignement pour les futurs professeurs ou pour les professeurs déjà en activité. Enfin les enseignants déjà en activité, et c'est donc c'est au sein de l'école française de yoga, donc c'est pour les personnes qui sont en formation en 4e année à l'école française de yoga. Elles ont cette possibilité de se former pour le public enfant. Et sinon, on a un séminaire qui, lui, est accessible à tous les enseignants de yoga, mais il faut être, adhérent FNEI, adhérent à la Fédération nationale des enseignants de yoga. Donc, l'année où où quelqu'un ou un enseignant veut faire ce stage, il faut qu'il soit membre de la FNEI pour pouvoir participer. Mais voilà, c'est toute une semaine de séminaires qu'on co-anime donc avec tout le groupe, hein, et puis des intervenants extérieurs, hein, voilà. Et puis sinon c'est voilà avec la pratique, mais c'est vrai qu'on a besoin d'être guidé, de pouvoir échanger, parce que c'est enseigner aux enfants, c'est quelque chose qui bouscule. Alors que ce soit le yoga ou autre chose d'ailleurs, hein, enseigner aux enfants, c'est pas de tout repos, ça bouscule. Et il y a vraiment voilà, des choses à savoir pour ne pas les abîmer. Et tu vois que ça bouge un petit peu dans ce milieu du yoga pour enfants, parce que j'ai l'impression que c'est devenu un peu de plus en plus commun que les écoles proposent des temps de méditation, que ce soit même les maîtresses directement qui le font. Tu as senti aussi ce changement? Ah oui, oui, complètement. D'ailleurs, le RI, qui est l'organisme de recherche pour le yoga dans l'éducation, eux, ils ont carrément obtenu un agrément. Donc, ils forment des enseignants pour enseigner le yoga à l'école. Et eux, ils ont un agrément éducation nationale. Donc, c'est complètement, voilà, c'est de plus en plus reconnu. Il y a eu aussi un moment les temps périscolaires qui sont apparus. Et alors là, ça a été un bouleversement total, parce que donc ça a changé maintenant, hein, mais à ce moment-là, donc il y a, je sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça, nous, on a vu dans les personnes qui participaient à nos formations, on a vu les enseignants qui massivement étaient partis enseigner le yoga dans les écoles, dans des conditions catastrophiques, hein, mais voilà, en donnant beaucoup d'elles-mêmes, parce que c'est surtout des femmes, mais bon, des hommes aussi, en donnant beaucoup d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, voilà, c'était très difficile. Enfin, les retours qu'on a de cette époque-là, c'est pas des retours faciles du tout, mais n'empêche que le yoga est rentré, mais massivement, dans l'école à ce moment-là.
Et donc aujourd'hui, vous n'avez presque pas un enfant de cette génération qui ne sait pas ce que c'est que le yoga, qui n'a pas fait un seul cours dans sa vie. Ça n'existe plus. Donc ça, c'est un revirement total des données. Donc les enfants, ils savent ce qu'est le yoga, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui sont formés eux-mêmes, hein, donc qui commencent à introduire, formés à la méditation de pleine conscience, à la philosophie aussi, ça rejoint un petit peu, ou au yoga, et qui commencent par eux-mêmes à introduire des petits moments comme ça dans leur classe, des gens qui vont se former au RI, qui viennent se former avec nous, qui vont se former dans il y a d'autres écoles de yoga qui enseignent le yoga pour enfants, et puis il y a de plus en plus de proviseurs, de directeurs d'écoles qui intègrent, qui incitent à intégrer ça, ou qui eux-mêmes font la démarche d'aller chercher des profs de yoga pour venir sur le temps scolaire enseigner le yoga aux enfants. C'est ce que je fais ici à Bucarest. J'habite à Bucarest. On a l'école française de yoga où depuis plusieurs années, avec plusieurs enseignants, on vient sur le temps scolaire enseigner le yoga aux élèves en demi-classe. Donc on est dans des très bonnes conditions avec une superbe salle, et donc on donne des cours à toutes les maternelles. Tous les enfants de maternelle ont une période, donc c'est entre 2 vacances, toute une période où ils vont avoir 6 séances de yoga d'une semaine sur l'autre. Et maintenant, on est en train d'étendre ça au CP. Cette année, on commence avec les CP. Donc, oui, c'est en train de venir. C'est sûr, on sent bien qu'on a besoin. Et ça vient aussi, voilà, c'est plus général. On se rend compte qu'il y en a besoin pour les enfants, mais on en a besoin aussi pour les adultes. Enfin, on en a tous besoin, en fait. C'est de belles perspectives, en tout cas. Oui. Et, peut-être pour finir cette interview, tu as des projets pour la suite, à moyen, long terme ou court terme, même des envies? Alors, développer, continuer ce que je suis en train de faire, parce que ça me plaît comme ça, et puis c'est déjà bien rempli. Là, il y a un prochain livre, donc là pour l'instant, je vais m'atteler à enrichir Respire, à le relire, à le remettre à jour. Mais après, je vais passer sur un nouveau livre, et qui me tient à cœur et qui me réjouit d'avance aussi. Et puis voilà, je vais continuer avec la yoga thérapie, avec l'enseignement des mathématiques, hein, l'enseignement du yoga. Voilà, tout ça, j'ai trouvé mon équilibre avec ça, donc j'ai pas envie de changer. Merci beaucoup, Yael, pour cette discussion. C'était passionnant, c'était très ouvert et très riche. Merci beaucoup, et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Claire-Vie, aussi, de ton invitation et puis de cette discussion. Merci à Yael pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre, Tapis volant. Tapis volant est un carnet de voyage en yoga. Un recueil de 25 séances à expérimenter. Non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en Brahmari Pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins, quitte à sauter du coq à l'âne, pour s'envoler dans la posture du corbeau Kakasana, puis redescendre sur le plancher des vaches, en Gomukhasana. Les horizons sont vastes, et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoga nidra, le féminin. Balisés par des sections structurées avec des mudras, des pranayamas, des dharanas, les plans de route proposés se concluent par une expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini, accompagné d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu, pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants. Un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis volant.
Vous trouverez plus d'informations sur le site clairviyoga.com/tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt.